Bonjour à tous, je vous présente cette capsule vidéo dans le cadre du MOOC de l'insuffisance cardiaque, intitulé Insuffisance cardiaque chez l'enfant. La définition de l'insuffisance cardiaque chez l'enfant est similaire à celle que chez l'adulte. Par contre, les causes sont largement différentes. La cause de l'insuffisance cardiaque chez l'adulte est dominée par la maladie coronaire. Là, chez l'enfant, comme on va le voir au cours de ce topo, c'est plutôt les cardiopathies congénitales et les cardiomyopathies. Les données épidémiologiques d'incidence et de prévalence de l'insuffisance cardiaque chez l'enfant sont difficiles à préciser parce qu'il y a un problème de standardisation des étiologies qui sont très variées. Les recommandations de l'insuffisance cardiaque de 2021 de la Société européenne de cardiologie n'ont pas parlé d'insuffisance cardiaque chez l'enfant et les dernières recommandations dont on dispose sont celles de la Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire qui date de 2014. C'est une pathologie qui est grevée d'une lourde morbimortalité qui est plus élevée que chez l'adulte. Sur le plan clinique, l'insuffisance cardiaque chez l'enfant va se manifester surtout par des problèmes d'alimentation, avec un nourrisson qui va se fatiguer à la prise de biberon, au tété, avec une hypersudation au biberon, un enfant qui est grognon, qui est difficile à calmer, avec un retentissement sur la courbe staturopondérale et surtout une perte de poids. Pour la classification, la classification, on ne va pas utiliser la NYHA, mais c'est plutôt la classification de Ross modifiée ou la classification de la New York University de Pediatric Heart Failure qui sont utilisées pour l'insuffisance cardiaque chez l'enfant. Concernant les étiologies, il y a deux grandes causes majeures d'insuffisance cardiaque dans la population pédiatrique. Il y a les cardiopathies congénitales qui sont schématisées ici en jaune et les cardiomyopathies schématisées en bleu. Ces deux grandes pathologies peuvent donc faire une intersection avec des cardiopathies congénitales qui sont associées à des cardiomyopathies dans certains syndromes ou dans certaines malformations. Il faut savoir que les cardiopathies congénitales vont entraîner une dysfonction ventriculaire dans 20% des cas et qui vont évoluer vers une insuffisance cardiaque dans 6% des cas. Les cardiomyopathies sont responsables d'une dysfonction ventriculaire dans quasiment 100% des cas et 65% vont évoluer vers une insuffisance cardiaque. Donc là, on va détailler ces deux grands chapitres. Donc, pour l'insuffisance cardiaque par des cardiomyopathies chez l'enfant, ils peuvent être d'ordre primitif ou secondaire. Pour les cardiomyopathies primitives, le phénotype le plus fréquent, c'est la cardiomyopathie dilatée, qui est dans 70% des cas une cardiomyopathie d'origine primitive. Les cardiomyopathies hypertrophiques chez l'enfant, c'est surtout des CMH non sarcomériques dans le cadre de maladies métaboliques telles que les anomalies de stockage du glycogène pour la maladie de Pompe. Les cardiomyopathies restrictives sont assez rares chez l'enfant. Pour la non-compaction du ventricule gauche ou encore la dysplasie arythmogène du ventricule droit, qui sont des cardiomyopathies primitives, soit du ventricule gauche ou du ventricule droit, responsables d'insuffisance cardiaque chez l'enfant avec un pronostic qui est plus péjoratif si la présentation donc, elle est précoce au cours de la vie. Les cardiomyopathies secondaires, une liste qui est assez longue. J'insiste sur les myocardites qui sont responsables de 16% des cardiomyopathies dilatées chez l'enfant, donc avec une lourde morbimortalité. Le deuxième gros lot d'insuffisance cardiaque chez l'enfant, ce sont les cardiopathies congénitales, essentiellement par trois mécanismes physiopathologiques, soit par une surcharge de pression, et c'est dans le cadre d'obstacles gauche, soit par une surcharge de volume, et là c'est l'insuffisance cardiaque à débit cardiaque élevé, principalement dans les communications entraînant un shunt gauche-droit, tels que les CIV, le canal artériel persistant large ou encore le canal atrioventriculaire, plus rarement les fistules artério-veineuses congénitales. Les causes ischémiques, et là c'est pas l'athérosclérose, mais c'est plutôt les anomalies de naissance coronaire comme on va le voir. Un algorithme pratique pour se repérer un peu en fonction de l'âge. Donc si on est devant une insuffisance cardiaque néonatale, là c'est surtout les cardiopathies congénitales les cardiopathies congénitales qui sont ductodépendantes pour la circulation systémique, c'est-à-dire que le canal artériel, qui est une structure qui relie l'artère pulmonaire et l'aorte, est nécessaire pour la perfusion donc, de cette aorte. Deux éléments fondamentaux sur le plan clinique à repérer, c'est le pouls et la saturation. Donc si vous avez un nouveau-né en insuffisance cardiaque avec une abolition de tous les poux, il y a deux diagnostics qui sont possibles, soit l'hypoplasie du ventricule gauche, qui est la plus sévère des cardiopathies univentriculaires avec un pronostic qui est très fâcheux, ou encore le RAO critique,
avec une dysfonction ventriculaire gauche néonatale. Si on a une insuffisance cardiaque néonatale avec une abolition uniquement des poux fémoraux, là, deux diagnostics sont possibles et on va se repérer par rapport à la saturation. Donc, soit c'est une coarctation de l'aorte qui est un rétrécissement de l'isthme aortique et on va avoir donc une saturation qui est égale entre les membres supérieurs et inférieurs, ou encore l'interruption de l'arche aortique qui est une absence totale de continuité entre l'aorte ascendante qui est perfusée donc par du sang bien oxygéné, donc on va avoir une saturation qui est correcte au niveau des membres supérieurs, et l'aorte descendante qui est perfusée par le canal artériel, donc on va avoir une saturation qui est basse au niveau des membres inférieurs. Il ne faut pas, bien sûr, passer à côté donc, des troubles de rythme et des troubles de conduction qui peuvent se révéler au cours de la période néonatale. L'échographie fait l'affaire dans la majorité des cas, tel que l'exemple de ce RAO critique néonatal avec un ventricule gauche qui est hypertrophié et qui dysfonctionne, ou encore cette interruption de l'arche avec une absence de continuité entre la partie ascendante et la partie descendante de l'aorte qui est perfusée de façon rétrograde par un large canal artériel. Les anomalies de naissance coronaire et principalement l'ALCAPA, qui est une naissance de la coronaire gauche à partir de l'artère pulmonaire. Au cours de la vie fœtale, la perfusion de la coronaire gauche est assurée grâce à des pressions pulmonaires qui sont élevées. À la naissance, la chute des pressions pulmonaires va être responsable donc d'une baisse de la perfusion coronaire avec un infarctus dans le territoire latéral. Donc il faut faire un ECG devant une insuffisance cardiaque qui va s'installer au cours des premiers jours, premières semaines de vie pour repérer ces ondes de cul de nécrose au niveau du territoire latéral. Donc en échographie, c'est la visualisation de la coronaire donc gauche qui va naître à partir de l'artère pulmonaire et avec une dilatation donc de la coronaire droite qui est compensatrice. Les TSV fétales et néonatales, tels que l'exemple de cette tachycardie chaotique, tachyatriale chaotique néonatale qui a persisté au cours de la vie, tachycardie atriale chaotique fétale qui a persisté au cours de la vie néonatale, et donc qui est responsable d'un tableau d'insuffisance cardiaque assez sévère, et la réduction donc, du trouble de rythme va tout remettre dans l'ordre, ou encore le BAV congénital ou les BAV chez les enfants issus de mères lupiques. Maintenant, l'insuffisance cardiaque qui va s'installer au cours, donc après le premier mois chez les nourrissons, là c'est plutôt les chantes gauche-droit qui peuvent se voir soit à l'étage ventriculaire tel que les communications interventriculaires larges, ou encore à l'étage artériel avec le canal artériel persistant large, et enfin le canal atrioventriculaire et qui est associé le plus souvent à la trisomie 21 avec une CIA ostium primum, une CIV d'admission et une VAV unique responsable d'un shunt gauche-droit très important. Maintenant, l'insuffisance cardiaque chez l'enfant, elle est plus rare hein, parce qu'il faut savoir que 70% des insuffisances cardiaques surviennent au cours de la première année de vie. Chez l'enfant, c'est surtout les cardiomyopathies et principalement la cardiomyopathie dilatée qui est suivie par la CMH. Et il faut savoir que le pronostic est assez fâcheux avec un taux de décès de transplantation cardiaque qui sont assez élevés, surtout si la présentation se fait tôt dans la vie ou encore si elle est associée à un syndrome malformatif ou des anomalies métaboliques. Sous nos cieux, les cardiopathies rhumatismales sont encore responsables de tableaux d'insuffisance cardiaque chez l'enfant. Un petit mot sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque chez l'enfant qui est aussi en train d'évoluer avec un recours à l'assistance ventriculaire qui est possible surtout dans les pays développés avec l'ECMO ou encore le LVAD. Sur le plan médical, on reste un peu classique chez l'enfant avec donc les diurétiques, les anti-aldo, les IEC qui sont en classe 1, les bêta-bloquants qui sont en classe 2A chez l'enfant, la digoxine en classe 1 aussi. Pour l'inhibiteur du sacubitril valsartan, on a une étude qui est en train d'émerger, qui est l'étude Panorama HF, avec l'utilisation du sacubitril valsartan dans la population pédiatrique. Concernant les inhibiteurs du SGLT2, ils ont été testés chez les enfants diabétiques. Par contre, l'utilisation en cas d'insuffisance cardiaque chez l'enfant n'est pas encore testée. Et je vous remercie pour votre attention.